Chers équitants, bonjour et bienvenue dans ce podcast de développement équestre. Ici, nous partageons une vision holistique de l'équitation, c'est-à-dire dans une approche globale, systémique, considérant les relations de cause à effet entre système humain et système équin dans une même collaboration. Je m'appelle Romain Bamaison, j'ai été cavalier professionnel de saut d'obstacles et j'ai eu la chance d'apprendre auprès de grands maîtres de l'équitation. Aujourd'hui, enseignant, coach et sophrologue, je pratique une méthode mêlant conscience et performance, maîtrise technique et maîtrise de soi, en reliant technique équestre académique et exercices de sophrologie pour développer un équilibre entre le corps, le mental, les émotions et la technique équestre, au service d'une équitation harmonieuse, légère, en fonctionnement avec le mouvement. J'organise des stages pour les cavaliers et forme des enseignants à la méthode. J'en suis persuadé, emprunter ce chemin est une source de joie et de bien-être, tant pour les chevaux que pour les cavaliers. Retrouvez toutes les informations sur mon site romainbamaison.fr, ainsi que mon livre Équitation consciente aux éditions Vigo. Très bonne écoute! Salut les cavaliers et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast d'équitation consciente. On va parler aujourd'hui du fait de révéler les talents des cavaliers, les talents des chevaux, le talent du couple. Et j'ai une invitée de marque pour parler de ça. C'est Marie Pellegrin. Bonjour Marie. Bonjour. Bienvenue sur cet épisode de podcast. Je suis trop content d'enregistrer sur ce sujet avec toi. Je pense que tu vas avoir plein de choses à nous dire. Pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Marie Pellegrin, je suis cavalière de CSO au niveau international et j'ai fait partie tout au long de ma carrière de l'équipe de France. J'ai commencé mon premier championnat d'Europe poney, je crois, à 12 ans. Voilà. Et après, par intermittence, selon les chevaux que j'avais, j'ai pu faire des Coupes des Nations et représenter mon pays. 12 ans, c'est tôt pour des premiers championnats Oui, d'Europe. c'est tôt. Bon, c'était pas brillant, hein, mais bon, au moins j'ai participé, j'ai pris beaucoup d'expérience. Ok. Alors, on s'est rencontrés en Suisse quand je travaillais dans l'écurie de commerce des Éthers. Tu étais installé là avec tes chevaux. J'ai pu t'observer travailler. Moi, j'étais tout jeune, ça m'a évidemment énormément inspiré, tant dans l'état d'esprit de ce que c'est qu'un sportif, un cavalier avec ses chevaux, que le travail du cheval. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué pour la petite parenthèse, c'est tes détentes rênes longues. Depuis ce jour-là, enfin depuis que je t'ai observé, je détends mes chevaux rênes longues dans l'allure du moment et ça m'avait vraiment marqué. On t'a aussi vu hein, beaucoup former de chevaux jusqu'à haut Oui. niveau, souvent les vendre. Euh, on t'a aussi vu accompagner des cavaliers, des jeunes cavaliers talentueux, jusqu'à par certains, je pense, leur premier championnat assez important. Du coup, j'avais envie qu'on parle aujourd'hui de cette notion de révéler les talents. Qu'est-ce que tu as envie de dire pour introduire ce sujet, révéler les talents des chevaux, des cavaliers? Ce que j'aimerais dire, c'est que il faut y mettre beaucoup de cœur et beaucoup de psychologie. Essayer de se mettre à la place des autres, que ce soit les cavaliers ou les chevaux. Mais avant tout, y mettre beaucoup de cœur. Ouais. Y mettre du Et, cœur, s'investir, de la psychologie. oui, et du temps, parce que rien ne remplace le temps, Du coup, il avec y a les deux chevaux et les choses gens. avec les chevaux et les gens. Il y a deux Oui. éléments hyper intéressants et qu'on pourrait peut-être creuser. C'est, tu parles de psychologie. Selon toi, pour révéler les talents d'un cavalier, comment on fait? Parce qu'il y a une énorme notion de psychologie. Il y a des cavaliers extrêmement doués ou plein de bonne volonté qui parfois se brisent, se révèlent pas. Pourquoi la psychologie c'est aussi important et comment toi tu l'inclus dans ton quotidien pour toi-même avec tes chevaux et avec tes élèves? Alors déjà, avec les élèves, je prends l'exemple quand je donne des stages. Je commence toujours par un petit speech où j'explique un petit peu ce qu'on va faire, ce que j'attends des cavaliers, parce que je suis là pour entraîner les cavaliers et pas les chevaux. Si les cavaliers montent bien, les chevaux vont bien. Donc, je m'occupe essentiellement des cavaliers pour par la suite, évidemment, pour le bien-être des chevaux.
Et ce qui est très important, c'est de les regarder. Donc, je fais mon petit speech. Après, pendant 5 minutes, je les laisse détendre, trotter, galoper, comme ils veulent, et je les observe. Et en fait, ce que je vais observer pendant 5 minutes, je vois tout de suite les problèmes qu'ils vont rencontrer en compétition, parce que la position que vous avez à cheval, les bonnes ou les mauvaises habitudes que vous avez à cheval, vont vraiment, comment je pourrais dire, définir le caractère que vous avez et ce que vous rencontrez comme situation un peu délicate dans votre vie. Et ça, c'est imparable, c'est vérifiable 100% des cas. Hyper intéressant. Est-ce que tu as des exemples de liens entre la position et puis ce qu'on va rencontrer dans notre vie? Tu parlais aussi du caractère. Complètement. À cheval, c'est comme quelqu'un que vous voyez marcher. À cheval, si quelqu'un a le cou un peu rentré dans les épaules, qu'il est un petit peu voûté, c'est quelqu'un qui manque de confiance. Donc après, on va le voir quand on va commencer à travailler. Et je sais déjà qu'en concours, il va y avoir un problème de confiance, qu'il va y avoir une perte de moyens au moment de rentrer en piste. Après, je vois des cavaliers, au contraire, qui se tiennent très très droit, qui vont très en avant, qui exigent peut-être un peu trop vite et trop tôt sur leurs chevaux, sans du tout faire quoi que ce soit de méchant. Mais après, ça va donner en piste des parcours qui vont être peut-être un petit peu trop excités, où les chevaux vont chauffer et où ça va monter dans le rouge petit à petit au fil du parcours. Et parce que tout ce qu'on a dans la tête va dans notre corps, et c'est le corps qui touche le cheval, et c'est le corps qui parle au cheval. Donc souvent, je vois aussi les gens me parler de leurs problèmes et en fait, ils ne se rendent pas compte qu'en me parlant de leurs problèmes, de problèmes des chevaux, pardon, ils me parlent de leurs problèmes. Donc les gens vont me dire, ah, mon cheval est comme ci, mon cheval est comme ça, et je les écoute parler. Et pour moi, c'est limpide. Ils sont en train de me parler d'eux sans s'en rendre compte. Donc, quand je vois toutes les thérapies émerger avec les chevaux, oui, je peux tout à fait comprendre que ça marche bien. Toi, tu inclus intuitivement la psychologie dans tes enseignements. Est-ce que tu l'as appris ou est-ce que tu l'as découvert au fur et à mesure en allant en concours, en coachant? Alors, je l'ai appris évidemment déjà moi en montant et en étant coaché. J'ai eu beaucoup de chance d'être né au bon endroit, dans une famille très aimante, instruite, éduquée, avec un grand-père maître de manège au Cadre Noir de Saumur, une maman championne de France des cavalières, un papa cavalier de complet amateur et propriétaire de nombreux chevaux victorieux en concours internationaux, dont Galoubet. Donc j'ai baigné là-dedans dès mon plus jeune âge. Et après, j'ai eu la chance de bénéficier des meilleurs entraîneurs. Mon père m'a toujours dit, au début, j'avais des poneys de location, des chevaux de location, ça se faisait à l'époque. Et mon père faisait en parallèle de l'élevage avec Galoubet. Mais voilà, c'était clair que je n'aurais pas un cheval à moi tant que je ne savais pas monter correctement. Donc il a fait le choix, le très bon choix, d'investir dans mon enseignement et mon instruction équestre. Et ça, c'est vraiment un des meilleurs choix qu'il ait fait pour moi, évidemment. Parce que maintenant, je vois beaucoup de gens qui mettent beaucoup d'argent dans beaucoup de choses qui ne sont pas essentielles et qui ne vont pas justement investir du temps et de l'argent dans les choses vraiment qui sont primordiales. Ouais, j'avais une discussion l'autre jour avec un enseignant d'équitation qui disait que certains élèves voulaient pas investir dans un stage, mais ils avaient la dernière bombe très très chère ou le dernier tapis Oui. qui pète. Bah, Ben, ça me bon, fait penser. de toute façon, le marketing fait ses victimes absolument partout. Après, voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, j'essaye avec mes élèves de retranscrire et de résumer tout ce que j'ai appris et aussi de le dire des fois dans- de la manière dont j'aurais aimé qu'on me le dise. C'est-à-dire, C'est-à-dire, des fois, j'ai mis très longtemps à comprendre quelque chose et d'un coup, j'ai eu un déclic parce que peut-être on me l'a dit différemment et je l'ai senti et j'ai mis une action sur un mot
qu'on me répétait, mais que je n'avais pas compris. Et en fait, au moment où je l'ai compris, je me disais, ah, mais c'était juste ça. Et donc, voilà, souvent, je pense qu'on se fait tout un monde de quelque chose de bien plus simple et de plus facile qu'on croit. Je pense qu'on se met beaucoup de barrières dans la tête et qu'après, il faut adapter son vocabulaire selon la personne qu'on a en face. J'ai Ouais. 10 manières différentes de dire une chose. Et je vais m'adapter, je vais adapter mon discours, ma posture, mon ton. Je vais absolument tout adapter par rapport à la personne que j'aurai en face de moi. Je ne vais pas entraîner déjà un junior comme un cavalier plus aguerri. Je ne vais pas entraîner les hommes et les femmes de la même manière. Et après, je vais aussi mettre des différences selon le caractère de chacun. Et bien sûr, les ambitions. Et oui, on sait qu'on n'a pas tous les mêmes préférences en termes de canaux sensoriels. Il y a des gens qui sont plus aussi dans le kinesthésique, le ressentir. Il y a Tout des à fait. gens qui vont être plus dans l'intellectuel, le besoin de faire des liens, des métaphores et de passer beaucoup par Ouais, le mental. Tu adaptes ça. tout le temps. Ah, alors, les métaphores, parce qu'apparemment, donc ça fait rigoler tous mes élèves, parce qu'apparemment, je suis la championne de la métaphore. Et donc, voilà, j'ai des phrases qui marquent les gens. Et ça, je vois, par contre, ça marche avec tout le monde. Ça dépend des Ouais. phrases. Mais ça, il y a des métaphores qui sont très, très parlantes. Et ça, généralement, ça parle à absolument tout le monde. Mais après, il y a des cavaliers qui vont être plus dans le ressenti, plus dans le visuel, plus dans l'explication. Donc, il faut assez rapidement observer tout ça. En parler avec les cavaliers, évidemment. Quand j'ai un nouvel élève, souvent c'est des jeunes filles, juniors, jeunes cavaliers. Et donc, voilà, je discute avec la cavalière et les parents pour savoir exactement les objectifs. Et après, j'explique ce qu'il faut mettre en face par rapport aux objectifs. Parce que souvent, les gens ne se rendent pas compte de la somme de travail et la somme de remise en question qu'il faut pour atteindre certains objectifs. Et Donc oui. voilà, il faut que les choses soient claires parce que sinon tout le monde va être déçu. Et je mets toujours beaucoup de cœur dans tout ce que je fais. Donc, vraiment, je vis très mal quand les gens sont déçus. Et donc, je préfère être très clair depuis le début, que les choses soient vraiment dites pour que après chacun soit content du chemin parcouru ensemble. Et pour parcourir ce chemin, justement, vers nos objectifs et puis la performance, quelle qu'elle soit, c'est quoi les indémodables, selon toi, à consolider chez le cavalier? Donc, d'un point de vue mental, mais aussi corporel, technique. Alors, psychologiquement, la confiance. La confiance, c'est vraiment ce qu'il y a de primordial. Parce que si un cavalier doute, il va transmettre son doute au cheval. Comme je l'ai dit avant, tout ce qu'on a dans la tête passe dans notre corps et c'est le corps qui parle au cheval. Les chevaux sentent tout. Les chevaux sentent des battements de cœur à 40 mètres. Un cheval, quand il va venir vers vous et qu'il va tendre le bout du nez vers vous et respirer un peu fort, c'est parce qu'il va sentir votre humeur. Parce que selon l'humeur qu'on a, on ne dégage pas les mêmes phéromones. Et les chevaux sentent ça. Donc en fait, un cheval va savoir que vous êtes de mauvaise humeur avant vous. C'est c'est très important. Donc la confiance, c'est primordial. C'est Après, quoi, c'est un cercle vertueux. c'est quoi tes Euh, tips à toi pour travailler sur la confiance? Je me souviens, il y a quelques années, hein, en Suisse, d'une très bonne cavalière que t'entraînais où tu avais mis un parcours tout petit et tu lui avais fait s'amuser, tourner et tout ça pour que ça redevienne un jeu. oui, Est-ce que tu as des tips pour justement ah, j'en entretenir la j'en ai plein, confiance? j'en ai plein. J'ai des trucs des fois, c'est peut-être un peu incongru, mais en tout cas, ça fait toujours rigoler tout le monde. J'essaye toujours de faire comprendre aux gens qu'il faut faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Et qu'il faut vraiment ne pas perdre de vue que la première raison pour laquelle on monte à cheval, c'est l'amour des chevaux. Et donc, il faut toujours, même si on est professionnel, même si c'est notre métier et qu'on monte tous les jours, il faut monter avec le sourire. Les chevaux sont très sensibles à ça. En tout cas, je trouve.
Ça veut dire que si vous montez de bonne humeur, si vous montez avec le sourire, ça veut dire que dans votre tête, vous êtes disposé à collaborer. Et donc après, bah, votre corps est disposé à collaborer aussi, donc il va être plus souple, il va être plus en accord avec le corps du cheval, et tout va mieux se passer. C'est évident. Donc ça, c'est vraiment très important, c'est l'intention qu'on met dans les choses, et souvent la forme est plus importante que le fond. Quand on me demande des exercices à faire, techniques, quand on me demande quel est mon exercice préféré, déjà, il y en a beaucoup, parce que selon les chevaux, selon tellement de facteurs. Et un exercice peut être bénéfique ou alors au contraire peut vraiment avoir un impact négatif sur le cheval et le couple s'il est mal fait. Donc Ouais. n'importe quel exercice bien fait, bah, c'est très bien. N'importe quel exercice mal fait, ça va pas. Après, j'accorde beaucoup plus d'importance à la forme que le fond. C'est comme de travailler un cheval, il faut se concentrer sur la qualité de sa demande, sur la qualité de son équitation et pas sur le résultat. Se concentrer sur le résultat immédiat, je prends un exemple, je sais pas moi, on fait une épaule en dedans. Bon, bah, si on se concentre sur le résultat, on va durcir son équitation, on va durcir son corps. Et vous pouvez même voir aussi les cavaliers froncer les sourcils. Donc déjà, froncer les sourcils, ça paraît anodin, mais ça va déjà pas. Et en plus, ça veut dire que la respiration va être aussi un peu plus coupée. Donc si vous respirez pas assez bien, bah, le corps est aussi plus rigide. Donc Ouais. tous vos mouvements vont être perçus différemment par le cheval. Et là, Oui, en plus le je cheval. reprends ton livre avec la respiration et la position. Ouais, c'est ça, les indémodables. Et puis la respiration, c'est un langage naturel pour le cheval. Donc quand on respire, on lui parle. Donc vaut mieux choisir ce qu'on lui dit, quoi. Ou le Et, rythme en tout cas. et exactement quand on respire et tous les gestes qu'on fait à cheval, même les plus petits, les plus anodins, les plus imperceptibles, ont un impact sur le cheval. Donc ce qui est très dur, c'est d'en faire le moins possible, le mieux possible. Ouais. Et ça, je le prends aussi, ça fait beaucoup rire tout le monde à chaque fois, quand je donne des stages, donc tout le monde est arrêté devant moi, et souvent c'est des jeunes, et donc ça fait beaucoup rigoler tout le monde parce que je prends un garçon et je lui dis, imagine s'il y a une fille qui vient te parler tout le temps, et donc je lui touche la jambe, je lui tire sur la manche, je le tire par la main, je lui repousse la jambe en lui parlant. Et je lui dis, bon, on est d'accord, ça te plaît pas, c'est trop. Ah bah oui, je lui dis, bah voilà ce que tu fais à ton cheval quand tu montes. Donc après, ça fait beaucoup rigoler tout le monde. Et c'est très vrai, quand on bouge les mains, quand on bouge les jambes, on donne plein d'indications contradictoires au cheval et les chevaux ne comprennent plus rien. Donc selon les caractères, c'est comme avec les gens que vous avez en face de vous. Il y a des chevaux qui vont chauffer, qui vont s'agacer, et il y a des chevaux au contraire qui vont devenir imperméables. Ça veut dire qu'ils vont devenir de plus en plus lourds à monter parce qu'ils en ont ras-le-bol d'avoir tout le temps des stimuli. La jambe, la main, l'assiette, étirer, repousser, repartir et ainsi de suite. Je parle, ouais, c'est retour à la neutralité. J'aime bien dire que savoir faire, c'est aussi et d'abord savoir ne pas faire. Bah c'est voilà, avant d'apprendre à aider un cheval, il faut déjà apprendre à pas le déranger. Donc ça, c'était Ouais. Hervé Godignon qui m'a dit ça quand je m'entraînais avec lui, donc quand j'avais à peu près 18 ans. Et ça m'est resté. Et la plupart, il y a vraiment énormément de choses que j'explique à mes élèves et énormément de phrases qui viennent de Hervé Godignon. Ça a été vraiment mon mentor et l'entraîneur. J'ai eu beaucoup d'entraîneurs vraiment exceptionnels, hein. Chacun m'a apporté quelque chose, mais je dois dire que Hervé est vraiment celui qui m'a le plus marqué et qui me D'accord. correspondait le mieux. Et il avait justement cette intelligence et cette manière de s'adapter et de trouver toujours la phrase qui faisait mouche pour qu'on comprenne rapidement. Tu parlais de cette importance de l'intention, de donner un cap à notre esprit, qui donne un cap à notre corps, qui donne un cap à notre cheval, l'importance Oui. de ne pas oublier l'amour du cheval, la joie d'être à leur côté et la chance aussi qu'on a de pouvoir pratiquer avec eux, de relationner. Est-ce que tu as aussi des tips de base à donner par rapport à la position, des indémodables qu'il serait bon de rappeler aux cavaliers qui nous écoutent? Ah oui, tenir sur ses pieds.
Si tenir sur ses pieds, les pieds sous les fesses, il faut pouvoir se lever, tenir sur ses pieds. Ce qu'on a beaucoup travaillé sur le plat avec le dresseur de l'équipe de France, c'était de faire 4 foulées assises au galop, 4 foulées enlevées, et ainsi de suite, de faire 3 et 3, 2 et 2, une et une. Pour les cavaliers qui nous écoutent et qui regardent les beaux grands prix, les beaux concours, vous pouvez toujours voir Pénélope Le Prévost démarrer son parcours en faisant une foulée enlevée, une foulée assise. Donc ça, en fait, ça met le moteur en marche. Ça donne une force d'inertie au galop pour être vraiment dans le rythme. De travailler vraiment ça à la maison, déjà pour détendre le cheval quand vous galopez, comme ça vous vous occupez de vous et vous vous occupez plus du cheval. Et vous vous occupez de tenir sur vos pieds, de compter 4 et 4, 3 et 3, 2 et 2 et ainsi de suite. Et vous allez vous rendre compte que le cheval galope beaucoup mieux et que en fait le cheval va mieux si vous vous occupez de vous. Voilà, c'est là où il faut mettre beaucoup plus de discipline sur soi-même que sur les chevaux. Parce qu'encore une fois, si vous montez bien, le cheval va bien. Et donc, le cheval va mieux si vous vous occupez de vous. Si vous Oui, montez bien, le cheval ira bien. c'est d'une logique implacable. C'est simple, mais pas simpliste. Non, mais souvent, il faut voilà, revenir aux fondamentaux, revenir aux choses simples, revenir à du bon sens. Je pense qu'on Ouais. se perd aussi. On est dans une époque où on est inondé d'informations. Et je pense qu'on a vite tendance de se perdre dans des choses futiles et inutiles et d'en oublier l'essentiel. Dans la Ouais. vie, il y a les choses souhaitables, nécessaires et primordiales. Voilà. Être au-dessus de ses pieds, tenir sur ses pieds, c'est primordial, Et c'est j'imagine. primordial. C'est primordial parce que, pareil, quand je fais monter des cavaliers, je leur demande toujours de se poser la question quand ils sont à cheval, est-ce que si j'étais à pied, je tiendrais sur mes pieds? Ou alors est-ce que je tomberais en arrière ou en avant? Voilà. Ouais. Donc au début, ça demande un effort parce qu'il faut se le demander chaque foulée. Et après, ça devient plus naturel et après, on n'a plus à y penser. Après, c'est automatique. Et puis de Exactement. cet équilibre indépendant du corps au-dessus de ses pieds, ça libère les mains, ça libère le placement des ailes précisément aussi. Et exactement. Et après, il faut essayer d'être symétrique, d'avoir une jambe de chaque côté, une hanche de chaque côté, les épaules, c'est pareil, les mains aussi, d'avoir les mains devant les épaules. Ça, c'est aussi primordial, c'est obligatoire. D'avoir les mains Les devant mains les épaules. devant les Pourquoi? épaules. Il y a des cavaliers, parce que sinon, d'un point de vue d'équilibre, c'est faux. Et en plus, on peut pas avoir les épaules, donc le corps qui dit au cheval vas-y, avec le frein à main serré. Ouais. Donc avoir les mains un peu basses vers le pommeau avec les épaules devant. Bon, ben, moi, je prends l'exemple du vélo. Je leur dis, est-ce que si vous tenez la barre du milieu, vous allez réussir à faire du vélo? Non. Voilà. Un cheval, c'est pareil. Il faut être au poste de pilotage pour toujours être dans l'action, pour toujours être prêt à anticiper les problèmes au lieu de les régler. Parce que si vous n'êtes pas à la bonne place, si vous n'êtes pas au poste de pilotage, vous ne pouvez pas anticiper les problèmes. Je prends l'exemple d'un cheval que je sais pas, qui va avoir peur de quelque chose et qui va faire demi-tour parce que le cavalier n'était pas au bon endroit sur son cheval. Si le cavalier avait été vigilant et au bon endroit sur son cheval, il aurait senti le cheval commencer à regarder quelque chose, commencer à décaler un peu son épaule. Il aurait tout de suite été au poste de pilotage pour régler ça et ça n'aurait pas pris d'ampleur. Donc pour que les choses ne prennent pas d'ampleur, il faut rester dans l'action, sinon on est dans la réaction. Et donc, je prends l'exemple de la piste. Si pendant 1 minute 30, vous êtes dans la réaction, vous allez avoir un enchaînement pour 1 minute 30 de réaction et non plus d'action. Donc, vous ne serez plus à même de rester un peu dans le vert, voire un peu le orange, tout le parcours. Vous allez monter dans le rouge, repartir dans le vert et faire le yo-yo entre le sur-contrôle et le sous-contrôle. Ça me fait penser au fait de, quand on n'est pas justement équilibré dans cette posture au milieu du cheval, disponible à aller du mouvement aussi, à aller beaucoup aussi vers l'avant, et qu'on est un peu, comme tu le dis,
sur le milieu du vélo ou bloquer les mains vers le bas, en fait, on ajoute des tensions ou des déséquilibres sur déséquilibre et c'est un peu la surenchère du déséquilibre. C'est exactement ça. Donc après, en fait, on met un peu, chaque foulée, on essaye de faire quelque chose, on met un petit peu des rustines partout, mais voilà, ça n'est plus de l'action, c'est de la réaction. Ouais, Et ça, c'est il faut ça. essayer d'éviter. Et pour ça, il faut anticiper. Et pour ça, il faut une bonne position. Et donc, pour ça, il faut de la discipline envers soi-même avant de l'imposer à son cheval. Exactement. Est-ce que ça veut dire aussi un des fondamentaux, un des indispensables, c'est d'avoir les mains aussi qui sont disponibles vers l'avant dans le sens du mouvement? Alors, toujours, oui, oui, dans le sens du mouvement, mais par contre, plus ou moins. Je dis pas de tout lâcher. C'est très important, il faut faire très attention quand on donne des conseils de la mauvaise interprétation. Donc, ce que j'essaye de faire avec mes élèves, et ce qui prend du temps, c'est pour ça que j'aime discuter avec les cavaliers que je vais entraîner avant pour que les choses soient bien claires, parce que je mets beaucoup de temps au début pour en gagner après. Donc au début, on va sauter moins haut, on va beaucoup travailler sur le plat, beaucoup travailler sur des petites frites par terre ou des tout petits obstacles, et je vais mettre en place un dictionnaire où je vais mettre des mots sur des actions et sur des sensations. Et ça, c'est très important. J'accorde par exemple beaucoup d'importance si je suis dans une reconnaissance avec un élève et je lui dis là, il y aura 4 foulées courtes, tu vas devoir reprendre. Et là, si je le regarde et il me dit ah oui, là, il faut que je reprenne, et il fait un geste où il se jette en arrière et où il tire les bras vers lui. Je le reprends. Je lui dis non, ton geste est faux. Ah oui, mais bon, c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que je voulais dire. Oui, oui, je sais ce que tu veux dire. Je dis non, 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 mais on reprend quand même. Le geste que tu viens de faire est faux. Donc ça veut dire que dans ta tête, déjà, c'est pas bon. Ça, c'est très très important, mais ça prend du temps. Et il n'y a pas tout le monde qui est prêt à faire ça. Mais en tout cas, par expérience, je sais que tout ce temps qu'on va prendre au début, ça va être tellement bénéfique après que les gens qui tiennent le choc après sont très très contents. Oui, ça fait penser au mot, hein, tu l'as dit dès le début de ce podcast, la patience, parler psychologie et de patience. Hmm. Donc on gagne du temps à prendre son temps, hein, on l'a souvent entendu ça dans les chevaux. Ah oui. Donc du coup, consolider les bases de la posture, du fonctionnement, savoir ce qu'on fait, quand on le fait, pourquoi on le fait, Oui, et c'est ça? comprendre exactement. Le rôle des entraîneurs, c'est d'apprendre tout ce qu'il faut savoir à un élève. Alors après, ce qui est un petit peu délicat, c'est que dans les chevaux, on arrête d'apprendre le jour où on arrête de monter. C'est sans fin. Tous les jours, un cheval va vous faire mentir. Tous les jours, vous allez revoir vos principes. Donc les principes évoluent à vitesse grand V dans les chevaux. C'est très important de toujours faire comprendre aux élèves que tout ce qu'on dit peut être juste et peut être faux à la fois. Quelque chose que je vais dire pour une ligne avec un certain cheval va peut-être être fausse pour le cheval d'après ou pour la ligne d'après. Donc il faut apprendre tout ce qu'il faut faire, et après l'expérience va vous apprendre de savoir quand le faire. Donc là, je reprends encore une phrase d'Hervé Godignon où il me disait: je t'apprends et je te donne tous les outils à mettre dans ton sac à dos, et l'expérience va faire que tu vas après savoir quel outil sortir de ton sac à dos et à quel moment. Voilà. Et être autour des chevaux est une leçon de vie. L'équitation est une leçon de vie. Et j'essaye vraiment de transmettre à mes élèves le goût de risquer, d'oser aller chercher, d'oser se tromper. Moi, j'ai perdu trop de temps et j'ai fait trop d'erreurs à cause de ça. Faire des erreurs parce que on entreprend quelque chose, ça, c'est pas grave. Il faut y aller, et c'est comme ça qu'on apprend. Mais ne pas oser, douter, ne pas avoir confiance en soi, ça, il faut vraiment essayer de se forcer à aller de l'avant et oser se tromper, mais se tromper avec conviction. Une fois, mon père m'a dit, je m'en souviens, c'était il y a très très longtemps, j'étais junior ou jeune cavalière, et j'avais loupé un parcours, et il m'a dit: mal monter, ça arrive à tout le monde, mais pas monter, c'est impardonnable. Et je m'en souviens encore. Voilà, donc j'essaie juste de faire comprendre à tous mes élèves que je suis passé par là, les erreurs, je les ai faites avant eux,
Et les problèmes, je les ai rencontrés avant eux. Et il ne faut pas qu'ils s'imaginent être seuls avec le problème. C'est leur problème. C'est toujours les mêmes schémas qui se répètent. Et il y a toujours des solutions. De toute façon, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Ça me fait penser au sujet que tu pourrais peut-être aborder avant qu'on clôture le podcast. On a parlé beaucoup du cavalier avec l'intention, l'amour, la patience, de la consolidation des bases, de sa boîte à outils pour Mm. savoir gagner en agilité. Et du coup, cette agilité, eh ben, un bon cavalier, c'est un cavalier qui est capable de s'adapter à chaque cheval. Oui. Pour révéler le cheval, ça, c'est quoi les bases indémodables que tu as envie de partager auprès des cavaliers? Aujourd'hui, on est dans une société un peu d'instantanéité. On a Oui. tendance à vouloir aller vite, à avoir tout de suite. Tu parlais d'être concentré sur l'objectif. Ça, les chevaux, ils aiment pas trop, ça fonctionne pas. Du coup, qu'est-ce que tu as envie de partager sur la construction d'un cheval et le fait de révéler son potentiel à lui aussi? Et toi, tu en as formé beaucoup de chevaux, du coup, qu'est-ce que tu as envie de partager? Alors moi, mon système, j'achète très très peu de chevaux. Parce que je consacre énormément de temps à chacun. Ce que j'aime, c'est vraiment, c'est un peu de l'orfèvrerie. C'est d'optimiser au maximum le potentiel de chaque cheval. Je trouve ça, à chaque fois, je suis émerveillé de voir tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on peut améliorer sur un cheval avec du temps, de la patience, du travail, de la remise en question. Voilà, ça m'émerveille à chaque fois. Et donc, quand j'achète des jeunes chevaux, je dois déjà avoir un coup de foudre. Parce qu'après, il faut les aimer, il faut y croire. Ça fait la moitié du chemin. Il faut vraiment prendre son temps. Rien ne remplace le temps avec les chevaux. Et ça, malheureusement, même la société dans laquelle on vit ne pourra rien y faire. Il faut du temps si on veut faire du bon travail. Euh, c'est comme pour les élèves, c'est la confiance. Leur faire confiance, leur montrer qu'on croit en eux et ne pas leur mettre trop de pression. Les jeunes chevaux sautent très peu. Ils font peut-être quelques parcours à 4 ans et même non, à 4 ans, ils font pas de concours. On les emmène 2, 3 fois à l'extérieur. Après, à 5 ans, ils font quelques concours et à chaque fois, ils retournent au pré ensemble et à 6 ans aussi. Là, j'ai ma 5 ans et mon 6 ans qui sont au pré ensemble. Ils ont juste fait quelques parcours, on a vu que ça allait et on arrête. Ils sont en pleine croissance et je pense que c'est important de faire le parallèle entre les jeunes chevaux et les enfants à l'école. Les jeunes chevaux, c'est l'apprentissage, c'est l'école. Donc après, je conçois tout à fait qu'il y a aussi une question de compétition, de résultats, pour après aussi le commerce. J'entends tout ça et je le comprends tout à fait. Après, moi, dans mon système, j'ai la chance de pouvoir le faire comme je le fais, de n'exiger aucun résultat des jeunes chevaux et de vraiment les laisser grandir et de privilégier aussi sur les chevaux l'intention et plus la forme que le fond. Il faut déjà qu'ils soient contents de rentrer en piste, qu'ils soient contents d'être avec nous et qu'ils comprennent le but du jeu. Parce que même si c'est de la compétition, ça doit rester un jeu. Ils doivent être contents d'aller au concours, de rentrer en piste et de comprendre ce qu'on leur demande pendant 1 minute 30. Donc, il faut pas du tout mettre de la pression. Je vois aussi beaucoup de jeunes chevaux qui ont été achetés des certaines sommes, voilà, pour le haut niveau, et les gens attendent énormément de ces chevaux-là et être très déçus quand un parcours se passe mal. Mais les chevaux le sentent, toute cette pression qu'ils ont sur eux. Et les chevaux ne savent pas ce qu'ils ont coûté comme prix. Donc, et voilà, n'importe quel jeune cheval, on doit prendre son temps et on doit accepter que le cheval ne peut pas être égal physiquement et mentalement tous les jours. C'est impossible, comme nous. Donc, il faut l'accepter. Exactement. Il faut savoir fermer les yeux. Voilà, il y a des fois, ça va pas du tout comme on veut avec les jeunes chevaux. La semaine d'avant, on avait un cheval qui sautait exceptionnel. La semaine d'après, il veut rien faire ou il veut rien sauter, ça va pas du tout. Il faut savoir fermer les yeux, dire c'est pas grave, on recommencera une autre fois et voilà. Et juste continuer à avoir une ligne de conduite et comme j'ai dit avant pour les cavaliers, se concentrer sur la qualité de ce qu'on demande et sur la continuité et la logique de ce qu'on demande et pas sur le résultat immédiat. Le résultat viendra par la suite. Donc les aimer, croire en eux, développer aussi la confiance,
maintenir aussi le confort qu'ils ont à nos côtés, d'évoluer, de progresser, de Ouais. travailler, de sauter, que ça reste quelque chose d'agréable, Oui, il faut que ça reste ludique. ça reste Et ludique. il faut que ça reste ludique, voilà. Et aussi, quand j'entraîne mes cavaliers, ça doit rester ludique. Vraiment, il y a plein de manières très drôles, très amusantes de faire du dressage, de faire une très très bonne séance. Et ce que je préfère quand je donne les stages, c'est à la fin de chaque groupe de voir les cavaliers et les chevaux avec le sourire. Ce que j'entends, c'est que ça, c'est aussi beaucoup un état d'esprit. Ça a l'air Oui, d'être un cap qu'on donne à... oui. Ah, moi, je suis quelqu'un de très positif, hein. C'est voilà, je vois toujours le positif partout et parce qu'il faut. Et je pense que c'est aussi une spirale vertueuse. Ouais, carrément. Pour Voilà. finir, Marie, est-ce que tu as quelques indémodables ou un processus logique de travail sur le plat, par exemple, du cheval que tu aurais envie de partager? Est-ce que voilà, dans la vie d'un cheval, quand il progresse depuis jeune jusqu'à être mature, est-ce qu'il y a des tips que tu as envie de partager au cavalier, justement pour respecter toute cette patience dont tu parles et tout cet amour de la nature du cheval? Moi, j'aime bien aussi mettre un dictionnaire en place avec les chevaux. C'est d'associer une action à un ressenti et à un mot ou à une intonation. Donc, tous mes chevaux, en plus, moi je suis petite, j'ai pas de force du tout à cheval. Et j'ai monté des chevaux vraiment de toute taille, admirables. Le cheval avec qui j'ai eu le plus de résultats au niveau faisait 1,80 m et 720 kilos. Donc moi, je fais 1,60 m. Donc il n'y avait pas de rapport de force possible. Et quoi qu'il arrive, il n'y a pas de rapport de force possible avec les chevaux. Moi, ce que j'aime bien, c'est monter mes chevaux avec la voix. Donc de faire oh, de faire un appel de langue associé à une posture. Et c'est comme ça aussi qu'on se fait des chevaux fins et agréables à monter. Et c'est comme ça qu'après les parcours sont beaucoup plus faciles, où personne ne transpire vraiment. Et donc, si les parcours se passent bien, les chevaux sont en confiance, le cavalier aussi. Donc, psychologiquement et physiquement pour le cheval, un parcours qui se passe dans la décontraction et qui se passe bien en osmose avec le cavalier, le cheval le vivra physiquement aussi beaucoup mieux. Donc, il aura beaucoup moins de courbatures, il aura moins mal aux articulations, évidemment. Donc, maintenant, surtout, on parle beaucoup de bien-être animal. La première cause euh, de, de maltraitance animale, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance et il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est l'enfer est pavé de bonnes intentions. Il y a beaucoup de gens qui voient pas un mal, qui pensent bien faire. Faut pas faire trop d'anthropomorphisme aussi. Malgré que voilà, enfin, mon écurie chez moi, c'est Disneyland. On est très, voilà, tous les chevaux sont très très chouchoutés, mais il y a quand même une base de respect. Ça reste des animaux de plus de 500 kilos, donc un animal, quoi qu'il arrive, est imprévisible. Donc voilà, ce ne sont pas des petits animaux de compagnie. Il faut garder une hiérarchie, il faut garder du respect, mais le respect est mutuel. Donc, si vous voulez qu'un cheval vous le respecte, il faut le respecter aussi. Si vous voulez qu'il vous considère, il faut le considérer aussi. Et c'est comme on revient à la position, je dis souvent à mes cavaliers, faites avec votre corps ce que vous voulez que votre cheval fasse avec le sien. Ah, et c'est logique. Et donc, pour tout ça, il faut aussi connaître la mécanique du cheval. Je pense qu'il y a beaucoup de cavaliers qui connaissent pas assez bien la mécanique du cheval et qui ne comprennent pas assez bien ça. Parce que dans le dressage, la mécanique fait partie intégrante du dressage. La mécanique du cheval en général, les allures de tout. Et si on regarde, moi j'aime bien me poser, si j'ai le temps en concours, soit au paddock, soit en piste, et regarder vraiment la mécanique du cheval, le cavalier, et après on voit les fautes arriver. Donc c'est toujours facile à pied, hein. Une fois qu'on est à cheval dans le fait de l'action, c'est bien plus délicat. Mais en tout cas, c'est c'est vraiment un exercice très intéressant parce que même à très, très haut niveau, toutes les fautes sont, vraiment, à cause de la mécanique, à cause des pièces qui sont pas au bon endroit au bon moment. Et c'est une double mécanique, en plus c'est une dynamique même, Tout à c'est fait. cette synchronicité du corps humain sur le corps du cheval dans un mouvement commun, du coup c'est complexe. C'est complexe, mais c'est très, très intéressant et quand on y arrive, c'est très, très gratifiant aussi.
Et si vous voyez les meilleurs cavaliers montés, tous les meilleurs qu'on voit en ce moment, ce sont des cavaliers qui sont très très bien posés, qui sont légers, qui sont dans le mouvement et qui sont pas dans la répression, qui sont pas à l'encontre du mouvement. En avant, c'est du sport, on est sur un animal et c'est aussi, c'est quand on parlait de ce qu'on a dans la tête, qui va dans notre corps, les cavaliers très inquiets vont être trop accrochés aux rênes et du coup, après, ils vont bloquer ce mouvement en avant. Et le cheval dans la nature est une proie. Donc si vous empêchez un cheval de fuir, vous devenez le danger de mort pour le cheval. Donc c'est comme ça qu'on voit des chevaux chauffer de plus en plus quand des cavaliers sont pendus aux rênes. Parce que le cheval se met en panique et en mode alerte. Donc le cavalier a peur, le cheval a peur, donc le cavalier a encore plus peur et le cheval a encore plus peur. Et après c'est sans fin. Ouais, c'est sans fin et en même temps, comme tu le disais tout à l'heure, ça peut être très très simple de remettre de la sécurité, du fonctionnement juste en revenant à des bases simples mais qui redonnent tout de suite de l'harmonie. C'est pour ça que c'est très important, toutes les bases dont je parlais avant, tout ce dictionnaire à mettre en place entre le cavalier, le cheval et le coach, pour qu'il n'y ait pas de mauvais souvenirs. Parce que les mauvais souvenirs restent dans la tête des chevaux et dans la tête des cavaliers. Une chute, un très mauvais parcours, un cheval qui s'arrête. Et des fois, c'est plus dur pour le cavalier que pour le cheval. Parce que si le cavalier l'a toujours dans la tête, il va le transmettre au cheval. Ah oui. Donc c'est plus important de prendre son temps au début, de sauter moins haut, de vraiment consolider tout ça, parce qu'après, vous gagnerez énormément de temps, parce que la confiance, une fois qu'elle est ébranlée, elle est très compliquée à remettre, que ce soit pour les cavaliers ou pour les chevaux. Donc voilà, la chose que je préconise, c'est de prendre son temps, parce qu'à la fin, on est gagnant. Je crois qu'on peut arrêter cet épisode là-dessus. Prendre son temps parce qu'à la fin, on est gagnant. Oui, Merci beaucoup Marie, c'était passionnant et merci pour ta générosité dans avec ce plaisir, Romain. podcast, comme avec tes chevaux. Donc voilà, tu as bien incarné. On a vu que tu donnais ce que t'exigeais aussi. Merci beaucoup. On essaye en tout cas. Merci Bon, à à toi. bientôt. Merci à toi. À À bientôt Marie. bientôt. Au revoir.